Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release. Je suis très content de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'attendais énormément. Il s'agit de Delta Green. Delta Green, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on joue des agents d'une conspiration américaine où on doit lutter contre l'inconcevable, c'est-à-dire toutes les forces surnaturelles et aliens, etc., etc. Donc j'attendais énormément ce jeu. Il vient d'arriver chez Akileos, il doit être en boutique à peu près maintenant, je crois, de mémoire. En tout cas, les pledges du financement sont arrivés. Et donc on va jeter un coup d'œil à tout ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir, il y a un sacré paquet de contenu. La vidéo risque d'être un petit peu longue. En tout cas, merci de nous soutenir, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez mettre des pouces bleus pour favoriser l'algorithme YouTube de notre ami YouTube qui nous casse un peu la tête. Et dites-moi en commentaire si vous appréciez Delta Green et surtout ce que vous avez prévu de jouer avec. C'est pour ça qu'il y a pléthore de campagnes qui ne sont pas encore traduites. On espère que ça arrivera très très bientôt. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Allez, on plonge dans les abysses insondables de Delta Green. Alors, Delta Green, comment ça se présente? Déjà, il y en a plein, il y en a tellement que ça rentre pas dans le cadre de ma caméra, mais c'est pas grave, on va faire avec. Tout d'abord, ça commence avec des petits goodies, évidemment. Donc on a des petits porte-clés, hop là, qui ressemblent à ça, plutôt cool, plutôt stylé. On a également un pins Supra et Ultra. On a également un autre pins qui est tout simplement un triangle vert, Delta Green. Et on a un autre... Ah non, celui-là c'est des Paranoia, pardon. Non, pas une erreur, l'ordinateur me l'aurait dit sinon. L'ordinateur ne fait jamais d'erreur, je vous le rappelle. Hop, donc on a deux pins et un porte-clés. Ensuite, nous avons deux petits recueils qui sont Delta Green, ça s'est passé comme ça, 1 et 2. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites nouvelles. Alors quand je dis toutes petites nouvelles, c'est des nouvelles d'une page. En tout cas, sur le premier bouquin, on va regarder certaines qui sont vraiment très très courtes, qui mettent dans l'ambiance de Delta Green. D'ailleurs, ce sont généralement ces nouvelles qui sont reprises dans l'interchapitre de Delta Green pour mettre un petit peu d'ambiance dans le livre de base que vous verrez un petit peu plus tard. Pour le deuxième bouquin, les nouvelles sont un peu plus longues pour certaines. Il y en a qui font toujours une page, il y en a qui font peut-être 2 pages, ce qui est exceptionnel sur la durée. Est-ce que c'est bien? C'est pas dingue. Pour être très clair, c'est pas dingue, mais ça met dans l'ambiance, c'est plutôt chouette. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va se baser. Ensuite, nous avons Groupe Témoin. Groupe Témoin, qu'est-ce que c'est? C'est le recueil de scénarios qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons l'écran de MJ que je vais vous passer en facecam, ça sera plus simple. Donc voilà à quoi ressemble l'écran de Delta Green, il est absolument magnifique. Donc hop, il met vraiment bien dans l'ambiance, clairement. Et hop, on repasse sur la caméra zénithale pour montrer que derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a comment on fait pour ne pas lancer les dés, comment on fait pour lancer les dés, les listes des compétences, les jets de défense, voilà, toutes les règles habituelles dont on a besoin. Delta Green, c'est quand même un système qui est plutôt dense, c'est pas un système qui se veut extrêmement simple, on n'est pas sur du Tuluak ou sur du Year Zero Engine, donc il y a quand même pas mal de petites mécaniques à apprendre, c'est important. L'écran fait son boulot, il le fait très bien, et l'illustration est vraiment très cool, enfin, cette espèce de multi-illustration, parce qu'on a plusieurs. Ensuite, nous avons Arkint. Arkint, qu'est-ce que c'est? On va le survoler maintenant assez rapidement. Arkint, c'est un ouvrage, couverture souple, qui fait une 30aine de pages de mémoire, quelque chose comme ça, oui, 30-35 pages. C'est un recueil où on va avoir des objets inconcevables, des artefacts, des choses comme ça. Par exemple, le sang de nourricier, qui est tout simplement une lame qui contient quelques gouttes de sang qui sont impossibles à identifier. Sauf que si quelqu'un se blesse avec, ces gouttes de sang en fait ne sont pas vraiment du sang, ce sont des micro-créatures qui vont venir ronger de l'intérieur, une sorte de trou noir qui dévore la chair, tout ce qui est vivant en fait, et donc si quelqu'un se blesse avec, il sera, il meurt, voilà. Il meurt aspiré dans lui-même par ces micro-gouttes de sang. Donc on en a pas mal. Certaines vont être utilisées dans des scénarios qui vont arriver par la suite. Alors c'est indiqué, en espérant que Akileos puisse suivre la gamme. La gamme est extrêmement dense, la gamme de Delta Green. Il y a énormément de choses à voir, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ça, c'est un petit bonus. C'est pas forcément le truc le plus important du pledge, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous aider à créer vos scénarios si jamais vous avez besoin de créer vos scénarios, ou alors si jamais vous trouvez des scénarios sur le net, ou si vous lisez en anglais évidemment, vous aurez ça pour pouvoir vous aider à faire jouer ces artefacts et ces fléaux. Ensuite, nous avons l'habituel bloc de fiches de perso. Alors, il y a plusieurs fiches de perso dans Delta Green. Là, ils ont pris la volonté de faire la fiche de perso qui est qui est horizontale, sachant qu'il y en a une qui est verticale, qui tient sur une page. Là, la horizontale a 2 pages. Donc, sur la première page, on voit le nom, la profession, l'employeur, la nationalité. Parce que l'employeur, on ne travaille pas pour Delta Green. Delta Green est une activité secondaire.
on ne travaille jamais pour Delta Green. Le genre, date de naissance, et après on a les caractéristiques, les attaches extrêmement importantes, on verra ça plus tard, les motivations et troubles psychiques, attributs dérivés, donc point de vie, point de volonté, point de santé mentale, seuil de rupture, et enfin toutes les compétences. Et puis au dos, parce que c'est une nouvelle recto verso, c'est pour ça que j'ai détaché, nous avons les blessures et maladies, l'armure et le matériel, les armes, les détails personnels, développement qui affecte le foyer et la famille, l'entraînement spécial, caractéristiques, compétences utilisées, la signature de l'officier responsable, le MJ, et la signature de l'agent pour valider tout ça. Voilà, plutôt cool. C'est quand même une feuille de personnage qui est plutôt dense. Hop, allez, on continue parce qu'on n'a pas fini. Nous avons ensuite dossier confidentiel. Dossier confidentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dossier confidentiel, c'est tout simplement un résumé des règles que vous pouvez donner à vos joueurs, si jamais ils le veulent. C'est plutôt bien. C'est en gros, c'est le kickstart, quoi. Voilà, c'est le kickstart. Il y a un scénario à la fin qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait le boulot pour se lancer. Mais vu les scénarios qu'on a dans ce pledge, je suis pas sûr qu'on se rue sur celui-ci. Il est bien, mais il est pas extraordinaire. Mais voilà. Donc, si jamais vos joueurs ont la flemme de lire le bouquin de règles entier, ce que je peux comprendre, eh bien, vous pouvez leur donner ça, même si ça spoil le scénario d'initiation, c'est pas très grave. Et puis enfin, nous avons le cœur du sujet, les 2 bouquins de Delta Green, le guide de l'officier traitant et le manuel de l'agent, dans ce magnifique slipcase. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais tout est texturé en fait. Voilà, tout est texturé, il est vraiment magnifique, même si les traces de doigts sont un vrai problème, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, on a ce magnifique slipcase, et à l'intérieur, nous avons, hop là, les 2 Necronomicon, que sont le manuel de l'agent, hein, ça va, il est pas trop gros, etc. Et puis le mastodonte. Oh, le guide de l'officier traitant, 500 pages, c'est parti, et dedans on a tout Delta Green. Ok, allez, on va se lancer dans le feuilletage de ces bouquins, hein. Commençons par le commencement, commençons par le manuel de l'agent. Donc le manuel de l'agent avec une couverture que je trouve pas extraordinaire, moi, cette couverture, je sais pas pourquoi, je la trouve pas dingue, je trouve la couverture du guide de l'officier traitant tellement plus jolie. Ensuite, sur le dos, Delta Green, manuel de l'agent, en 4e de couverture, une illustration bien plus sympathique, je trouve, qui nous décrit le contenu du bouquin. C'est un bouquin qui coûte 40 €, ce que je trouve extrêmement accessible pour un jeu du calibre de Delta Green. Donc voilà. Ensuite, nous avons un sommaire qui va nous expliquer tout ce qu'il y a là-dedans, et je veux dire qu'il y a un paquet de trucs, vraiment. Et allez, on se lance. Donc un petit texte. Donc là, comme je vous l'expliquais, ce genre de texte-là, c'est ce que vous retrouvez dans les petits bouquins qu'on a vu au tout début. Donc vue d'ensemble, qu'est-ce que c'est que Delta Green? Comment ça fonctionne? Comment jouer? Les fondamentaux. Donc là, on nous explique quel est le but de Delta Green. Delta Green, c'est un jeu où on incarne donc des agents d'une conspiration secrète, voire parfois illégale, qui luttent contre l'inconcevable, donc c'est-à-dire toutes les menaces d'ordre surnaturel, mythiques, divines, extraterrestres, etc., etc., avec des moyens et des ressources extrêmement limités par moment dans l'histoire. Donc il va falloir réussir à installer cette ambiance à table, et donc on vous explique donc enquête, incertitude, suspense et horreur, violence et choix moraux. On parle d'un jeu extrêmement violent pour Delta Green, moralement. C'est un jeu qui va aller très, très, très loin sur certains trucs, et notamment dans certaines campagnes, notamment celle qu'on joue sur la chaîne en ce moment qui est Godstice, et qui peut aller très, très loin. Après, on explique comment on interprète un agent quand on est joueur, du coup. Le fait qu'on doit collaborer, on doit respecter l'atmosphère, on doit répondre spontanément, ne pas réfléchir à. Et donc c'est important si on veut que la table marche bien, que tout le monde parte sur le même principe. Ensuite, description d'un agent, qu'est-ce que c'est? C'est des caractéristiques, des attributs dérivés, une profession, une compétence et des attaches. Et ensuite, on nous explique comment on crée un agent. On va voir ça en détail en feuilletant un petit peu. Ensuite, hop là, on nous montre la fiche des persos en nous expliquant un peu à quoi sert chaque petit truc. Normal. On nous donne un descriptif détaillé des caractéristiques, donc à quoi servent les points de vie? Bah, ça sert à être vivant. À quoi servent les points de volonté? Ça sert à être dépensé pour pouvoir contrecarrer la fatigue ou résister à l'attaque mentale ou à la folie. La santé mentale, justement, le seuil de rupture qui fait qu'on va avoir des folies si jamais on le dépasse. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques? À quoi ça correspond? Et des exemples de traits distinctifs. Donc par exemple, si on a 3-4 en force, on sera malingre, et si on a 13-16, on sera plutôt musclé. Logique, rien d'extraordinaire. Ensuite, description détaillée des professions, puisqu'on va choisir des professions. Donc il peut y en avoir, on peut choisir une profession toute faite, on peut créer la nôtre avec le MJ, c'est pas un problème, mais il y a accès d'exemples généralement pour pouvoir être, pour que ce soit utile. Donc on peut être un informaticien, un anthropologue, on peut être un agent fédéral, on peut être un médecin.
On peut être, des membres des forces spéciales, des scientifiques, des criminels, des pompiers, agents de service diplomatique. Il faut savoir que dans Delta Green, du coup, Delta Green n'est pas une activité à temps plein. Vous avez un métier, vous avez une famille, vous avez une vie normale et puis des fois Delta Green vous appelle pour participer à des missions. Et donc, il y a très souvent, on va avoir besoin des ressources de notre métier et de notre vie personnelle en tant que personnage pour pouvoir apporter du soutien à Delta Green. C'est-à-dire que, on va utiliser, tout simplement, les ressources par exemple, si on est agent du FBI, on va utiliser les ressources du FBI pour faire les enquêtes de Delta Green, parce que sinon on n'aura peut-être pas les moyens de les faire, parce qu'on est toujours très, très limité en termes de, moyens chez Delta Green. Donc voilà, on a énormément de professions, on peut évidemment créer les nôtres, c'est pas compliqué et ensuite on nous donne des packs optionnels de points de compétences bonus, donc ça c'est ce que faisait votre agent avant d'exercer son métier, en gros son nid historique si vous préférez. Donc ça va de l'amateur d'urbex en passant par l'officier de l'armée, qui vous donne tout un tas de compétences aussi, à pouvoir développer, qui va vous donner un personnage qui va être compétent, qui va pouvoir faire des choses. Ensuite, description détaillée des compétences, donc les valeurs de base des compétences, on voit qu'il y en a certaines qui commencent directement au moins à 20 ce qui est le cas de armes à feu et armes de mêlée. Il faut savoir se battre pour être chez Delta Green, même sur l'anthropologue, il faut savoir se battre au bout d'un moment. Combat à main nue 40 conduite 20 et cetera et cetera. Donc on a quelques-unes qui sont à 0, on n'a aucune notion de droit par exemple, ou de criminalistique. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de compétences qui partent avec un seuil minimum déjà, contrairement à un Cthulhu par exemple, où c'est beaucoup plus, limité à ce niveau-là. Ça permet d'avoir des personnages qui, dès le début de l'aventure, sont quand même capables de faire des choses, qui est, pas toujours le cas dans Call of Cthulhu. Ensuite, nous avons comment on fait pour entraînements spéciaux de compétences, par exemple, si on veut faire du parachutisme, si on veut étudier le code pénal d'un pays étranger, si on veut apprendre le crochetage, par exemple, ou des choses comme ça. Ce des compétences spéciales qu'on développera en plus de celles qui sont notées. Et ensuite, nous avons la description de toutes les compétences et comme il y en a 1 000 000, je vais pas toutes vous les détailler, on va s'arrêter sur 2 particulières qui sont peut-être les moins claires pour ceux qui connaissent pas le jeu. Il s'agit du ROHEM, c'est-à-dire le renseignement issu de transmission d'origine, électromagnétique. Donc en gros, ça va comprendre tout ce qui est cryptage, surveillance, télécommunications et cetera. Et nous avons le ROHUM qui est le renseignement d'origine humaine et ça va comprendre tout ce qui est, analyse du langage non verbal, et cetera, la gestuelle des gens pour savoir s'ils mentent pas et compagnie. OK? Ou pour négocier. Voilà. Ensuite, description détaillée des attaches. Alors les attaches, qu'est-ce que c'est? C'est une partie très, très importante de Delta Green, puisque comme je vous l'ai expliqué, Delta Green n'est pas une activité à temps plein. Delta Green, est une sous-couche de votre vie et en fait, vous avez votre vie normale par-dessus et donc vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des parents qui sont représentés par des attaches qui ont un score. Sachant que quand vous allez, avoir un traumatisme au milieu d'une mission, des choses comme ça, vous allez pouvoir projeter ce trauma sur une attache et donc diminuer le niveau de cette attache. Il y aura des répercussions, hein, si vous diminuez trop le niveau de votre attache avec votre femme ou avec votre mari ou votre conjoint, peu importe. On peut arriver à un divorce, on peut arriver à des séparations, très dures. Et donc ces attaches sont extrêmement importantes pour le lore de Delta Green, pour jouer les personnages, pour le roleplay pardon de Delta Green. C'est extrêmement important de jouer ces attaches. Il faut extrêmement important que les joueurs, et leurs personnages aient, des conséquences au fait de travailler pour Delta Green et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le jeu, si on veut pouvoir en tirer, le meilleur. On continue pour le bouquin, donc description détaillée des derniers détails sur la création de personnages, donc hop là. Ensuite, on nous parle de, vétéran abîmé, si jamais on a un personnage qui a déjà vécu des aventures Delta Green, qu'on crée un personnage qui est déjà, qui sait déjà comment fonctionne le truc, on peut partir du principe qu'il a déjà quelques traumas ou quelques expériences, donc on a plusieurs options, on peut évidemment créer la sienne. Petit résumé de la feuille de personnage et on arrive sur, les règles. Alors les règles de Delta Green, comment ça se passe? Eh ben, on est sur du basic system, donc on est sur du descent tout simplement. On a une compétence, on doit faire en dessous de la compétence avec un descent. Par exemple, si on a, 40 en conduite et qu'on doit, poursuivre quelqu'un sous la pluie, bon, on va jeter les dés. Si on fait en dessous de 40, on est bon, tout simplement. On a évidemment des bonus et malus qu'on peut mettre en place. Pas de souci, on nous explique, réussite et échec, comment ça marche. On peut faire des réussites critiques si on fait un double. Donc si on fait une réussite avec un double, donc 0, 11, 22, 33, 44 et cetera. Donc si plus on a une compétence élevée, plus on a de chances de faire des critiques. Et l'échec critique, c'est la même chose. C'est quand on fait un échec avec un double, hein, donc 66, 77, 88, 99. Pareil, plus on est compétent, moins on a de chances de faire d'échecs critiques. Par exemple, si on a 80, on pourra faire juste un échec critique, 88 et 99, et 100, évidemment, le 0,0 étant un échec critique. Les jets de chance,
Ça, c'est quand on ne sait pas, on fait un jet de chance, on fait un jet à 50 et puis on voit ce qui se passe, hein, si jamais on doit savoir si, quand on arrive dans telle maison, est-ce que le propriétaire est là? On fait un jet de chance et puis c'est bouclé. Test en opposition, comment ça se passe? Les poursuites, rien de très, transcendant à ce niveau-là. Donc les points de volonté. Donc les points de volonté, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que les joueurs vont pouvoir dépenser ou perdre suivant. Quand on a court de volonté, on tombe dans les pommes. Quand on a perdu de la volonté, faut pas avoir des gros malus, il faut se reposer derrière. Ou quand on a dépensé de la volonté, pareil, il faut se reposer derrière. À moins évidemment de se gaffer d'amphétamine, de fumer comme un pompier ou de boire du café comme un sale. Ensuite donc un petit passage sur l'insomnie. On arrive sur les règles du combat. Donc les règles du combat, il y a rien d'extraordinaire. On se déplace, on tape, il y a un système de couverture, un système donc de désarmement, l'esquive, dégagement. Tout ça c'est très classique, je rentre pas dans le détail, ceux qui ont déjà joué au basique, vous pouvez le faire. Si vous n'y avez jamais joué, eh ben, allez voir n'importe quelle vidéo, qui parle de Cthulhu. On est sur à peu près le même principe. Il y a pas de grande surprise à ce niveau-là. Les règles sont claires, sont carrées, elles fonctionnent. Pas les plus fluides du monde, hein, c'est pas mais ça fonctionne et ça permet de prendre le jeu au sérieux. Je veux dire, les dégâts font très, très mal, les armes font très, très mal, et on va y venir juste après. Donc là, on a après les types de dégâts, donc étourdi, inconscient, blessure permanente, mort, et cetera. Comment on guérit? On guérit lentement dans Delta Green, attention, on guérit assez lentement, ça peut être, assez compliqué à gérer. Et ensuite, donc je vous disais, les armes peuvent faire extrêmement mal. En dehors des dégâts, par exemple, un petit calibre fait 1 des 8 de dégâts. On a surtout des valeurs de létalité, pour montrer que quand on prend une rafale de mitrailleuse, bah, on peut tuer tout de suite, en fait. C'est les valeurs de létalité, c'est quoi? Et en fait, au lieu de jeter les dégâts de notre arme, par exemple, si notre arme a, 20 de létalité, on va jeter un dé de 100. Si on fait en dessous de 20, la personne en face est morte. Point. Fini. Il y a pas à tergiverser pendant des heures, on l'a fusillée, elle est morte. Si on fait au-dessus, on additionne les 2 des 10 et puis ça fait les dégâts qu'on inflige. Il y a des rayons de mortalité, hein, les grenades ont des dégâts de létalité qui sont sur un rayon, et cetera. Donc voilà, ça permet d'avoir des combats qui sont pas si longs que ça. De toute façon, le but, ça va être de tirer sur des gens et pas vraiment sur des créatures, innommables, et cetera. Même s'il y en a, évidemment, il y aura du combat contre des ghouls, des choses comme ça, mais on ne combattra pas, heu, les êtres inconcevables qui ont généralement des résistances qui sont, de l'ordre de la magie ou de l'intangibilité, donc ce sera plus compliqué. La chute, l'impact, le froid, le feu, la suffocation, comme d'habitude. Rien d'extraordinaire. Alors, la santé mentale, comment ça fonctionne en Delta Green? Eh bien, un petit peu comme dans, Call of Cthulhu, en tout cas sur l'aspect, visuel, puisqu'on va avoir, quand il va y avoir un événement marquant, on va faire un jet de santé mentale. S'il est réussi, c'est-à-dire si on fait en dessous de notre score de santé mentale, eh bien, on va prendre une perte minimum, par exemple. Donc si la perte de santé mentale est chiffrée sur 0 ou 1 des 4, eh bien, on va perdre 0 et si on le rate, on va perdre 1 des 4 de santé mentale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un seuil de rupture, et quand on va arriver à ce seuil de rupture, on va prendre une folie. Voilà, on va prendre une folie qui va s'installer, on va le voir juste après. Et si on perd plus de 5 points de santé mentale en un seul jet, on prend une folie temporaire. Donc les folies temporaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un moment de panique. Donc on va fuir, on va lutter sans réfléchir, on va se soumettre, et cetera, et cetera. Hem Donc après on a, donc les folies temporaires, on a les troubles psychiques qui vont être un peu plus costauds, sachant que dans Delta Green, on sépare les sources de perte de santé mentale. Il va y avoir l'inconcevable, il va y avoir la violence, il va y avoir l'impuissance. Donc les troubles causés par la violence, c'est-à-dire que si jamais on atteint le seuil de rupture à cause d'un trouble causé par la violence, par exemple, on voit, on se fait shooter on se fait tirer dessus par une armée, j'en sais rien moi. Voilà les différents troubles qu'on va pouvoir avoir. Donc un trouble du sommeil, compulsion totémique, syndrome de stress post-traumatique, l'hygirophobie, donc la peur des bruits forts, trouble explosif intermittent, donc il fait des explosions de colère ou de la paranoïa, de la dépression, de l'addiction. Si on a un trouble causé par l'impuissance, l'impuissance, c'est en fait quand on doit vouloir faire quelque chose, on se rend compte que quoi qu'on va faire, ça sera futile. Il y a beaucoup de pertes de santé mentale, d'impuissance dans Delta Green. Et bien on va développer des troubles anxieux, des troubles de conversion, des troubles dissociatifs de l'identité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on atteint un seuil de rupture, boum, on devient une autre personne, pendant un temps. La phobie spatiale, l'obsession, donc phobie spatiale, on parle pas de la phobie de l'espace, on parle de l'agoraphobie ou de la claustrophobie, par exemple, ou un trouble obsessionnel compulsif. Et enfin, nous avons les troubles causés par l'inconcevable. Donc l'inconcevable, c'est quand on voit quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à se représenter, qu'on a du mal à comprendre, et ben, ça va développer de l'amnésie, des troubles de la dépersonnalisation, de la dépression,
encore une fois, du trouble dissociatif de l'identité, la fugue dissociative, la mégalomanie, la paranoïa et les troubles du sommeil. Donc voilà, pour ce qui est des folies. Comment on repousse la folie? Eh bien, on peut déjà s'accoutumer, à la violence et à l'impuissance. On ne peut pas s'accoutumer à l'inconcevable, on part du principe que l'inconcevable dans Delta Green, pardon, lapsus révélateur, l'inconcevable dans Delta Green on peut pas s'y habituer, hein, ça reste toujours inconcevable. Par contre, on peut s'accoutumer à la violence et à l'impuissance, c'est-à-dire que on, si on arrive à, subir des pertes de santé mentale, de violence ou d'impuissance, au bout de 3 fois, où on réussit nos jets, on va pouvoir, développer un, une résistance à ce type de perte de santé mentale. Par contre, ça va dégrader nos attaches parce qu'en fait, on se décale un peu, on s'habitue à des choses qui ne sont pas habituables, donc c'est pas possible, en fait. Réprimer la folie en dépensant des points de volonté, on explique comment ça marche. Ensuite, la guérison en thérapie with Samy ou alors détruire l'inconcevable quand on arrive à détruire quelque chose d'inconcevable, quand on arrive à réussir une mission ou on affronte des choses inconcevables, eh bien on va regagner un peu de santé mentale, qui nous permet quand même de jouer en campagne à Delta Green. Alors la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être les activités personnelles hors scénario ou si jamais vous avez un scénario qui s'étend sur ou une campagne qui s'étend sur plusieurs années, ce qui est souvent le cas dans Delta Green, eh bien, on va pouvoir, faire évoluer notre personnage, et notamment au niveau de ses activités interpersonnelles. Donc quand il n'est pas en mission, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il assume ses responsabilités qui va lui permettre de préserver une attache, par exemple? Est-ce qu'il se fait un retour à la nature pour essayer de regagner un peu de santé mentale? Est-ce qu'il établit une nouvelle attache avec des nouvelles personnes? Est-ce qu'il fait une thérapie pour essayer de s'enlever une folie ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il va améliorer les compétences ou les caractéristiques? Est-ce qu'il continue à poursuivre l'affaire pour essayer de faire avancer l'histoire? Est-ce qu'il va essayer de développer, de travailler sur ses, motivations personnelles, également pour regagner un peu de santé mentale? Est-ce qu'il va s'entraîner, faire un entraînement spécial pour choper une des compétences spéciales qu'on a vues tout à l'heure, parachutisme, plongée sous-marine et cetera? Ou est-ce qu'il va étudier l'inconcevable pour essayer de voir un peu, de comprendre un peu toutes les choses qu'il a pu voir et compagnie? C'est important de ne pas essayer d'optimiser les choses dans Delta Green. Le but, c'est pas que les agents de toute façon, les agents vont à leur perte, on va être très clair. Le monde va à sa perte. On vit dans un monde, dans Delta Green, où, des dieux sont en repos. Le jour où ils se réveillent, la Terre est morte, point. Ça peut être demain, ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 1 milliard d'années, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de ne pas être dans l'optimisation. On n'est pas là pour se dire: «Ah là, si je regagne 4 points de santé mentale, mon seuil de rupture sera à tant, du coup». Non, on n'est pas là pour ça. Il faut faire ça de manière intelligente. Quand on va étudier l'inconcevable, on va pas s'occuper de ses liens avec sa famille, de ses attaches. On va pas développer ses compétences, on va pas enquêter sur l'enquête et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de faire des choix, tout se dégrade au fur et à mesure. Licenciement, poursuite judiciaire, ça peut arriver évidemment, vous agissez sous couverture. Personne ne vous soutient en revanche, donc il y a des grandes chances que, heu, que ça vous retombe sur la tronche, tout simplement. Ensuite, les dépenses, pour éviter de gérer l'argent de manière, précise, on a des seuils de dépenses, vert, bleu, jaune, orange et rouge et suivant l'opération, on aura accès, suivant les ressources de l'opération à différentes, choses et dans notre vie quotidienne et ça marche exactement de la même manière. Suivant la priorité de l'opération, suivant qui donne accès à l'opération, on aura, accès à pas mal de choses. Voilà, rien d'extraordinaire. On explique ensuite, passer sous les radars, couvrir ses traces, ça c'est pour demander de l'aide à d'autres services par exemple, pour dire: «Voilà, j'ai besoin d'un nettoyeur». C'est con, hein, mais, je viens de flinguer un mec, j'ai besoin d'un nettoyeur absolument, c'est urgent. Demander une faveur à d'autres services ou à des services ou à des collègues si jamais on bosse dans des services fédéraux ou de la police ou le FBI et cetera. Piocher dans ses économies personnelles, il va falloir le justifier si jamais vous le faites évidemment, parce que votre femme ou, votre conjoint ou, votre petite amie, risque de vous poser des questions. Utiliser des fonds illicites aussi, il peut y avoir accès à des réserves de fonds illicites. Maintenant, il va falloir les justifier et de la même manière et puis, il va falloir couvrir cette trace parce que sinon si on se mouille en fait, dans Delta Green, tout est une question de couverture. On essaie d'agir le mieux possible et le plus efficacement possible, mais on essaie aussi de faire en sorte de pas que ça nous retombe sur la tronche et c'est une grosse partie du boulot et des fois on va mettre en péril la mission pour pas que ça nous retombe sur la tronche. C'est extrêmement important si on veut pouvoir, jouer un petit peu sur le long terme. Les ressources réglementées et ensuite on nous parle des armes, les gaz lacrymogènes, grenades assourdissantes, armes de corps à corps, la dissimulation des armes, lumière éblouissante, armes à électrochoc, armes à feu, pistolet, et cetera, et cetera. Comment ça fonctionne, le plomb tiré avec les 2 canons quand on a un fusil à pompe par exemple, les armures lourdes, les équipements de protection. Bref,
On va arriver sur la liste interminable de tableaux où on a toutes les armes, tous les véhicules, et tous les petits trucs, machins et bidules qu'on peut acheter, hein, que ce soit, du lance-roquettes, au faux passeport documenté, au drone d'entrée de gamme, à la lampe torche, à l'outil de crochetage, en passant par des services, hein, par exemple si on demande une mise sur écoute, si on veut retenir un prisonnier pendant 24 heures sans justification au niveau de la police. Donc suivant les différents services, on nous explique combien ça va nous coûter en termes de ressources. Ensuite, on a, extrêmement important pour la Delta Green, on se base sur les USA et donc sur le lore et sur l'histoire des USA et notamment l'histoire de ces, différentes agences et des différentes, juridictions. Donc c'est extrêmement important de comprendre que les agents vont généralement soit travailler pour ces agences-là, soit être envoyés en mission sous couverture de ces agences-là. Donc, on a les juridictions qui sont ici, au niveau des forces de l'ordre, et puis après on nous détaille un petit peu chacune de ces forces de l'ordre. Donc le FBI évidemment, avec un aperçu du FBI, comment ça marche, quelles sont les branches principales, les agents, comment ça va fonctionner, l'autorité et les mandats du FBI, l'opération sur le terrain, les zones de friction avec les autres services, notamment quand on est envoyé sur le terrain, le shérif du coin il est rarement content, avant qu'il soit un peu dans la sauce par rapport à l'enquête. Comment on incarne le bureau quand on est le MJ, les professions suggérées pour faire partie du FBI, donc Criminal Investigation Division, Director of Intelligence, équipe de libération d'otages ou unité du SWAT, etc. Nous pouvons aussi participer à des enquêtes sous la couverture ou en étant un agent de la DEA, donc la Drug Enforcement Administration. Ceux qui ont vu notamment Breaking Bad sauront de quoi on parle. Donc même principe, même structure, sa autorité de mandat, etc. Nous avons ensuite les US Marshals. Donc pour chacune de ces instances, je sais même pas qu'on pourrait appeler ça d'ailleurs, on a tout un descriptif qui nous permet de voir comment est-ce que ça va se passer. Parce que quand on va être si on joue un agent du FBI sous couverture, enfin, si on joue un agent d'État Green sous couverture du FBI, on va pas dire de la même manière que si on joue un agent d'État Green sous couverture des US Marshals. Donc ça, c'est extrêmement important. Après les joueurs le sauront c'est normal que les joueurs en sachent moins, mais vous en tant que MJ, c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne précisément parce que les joueurs vont faire des boulettes, ça. Et ils vont se comporter pas comme il faut des fois. Mais en même temps, ils sont pas beaucoup plus formés que ça, en fait, les gens de Delta Green, donc c'est totalement normal. Ensuite, on a, tout ce qui va toucher à la défense, donc notamment les branches du département de la défense, le DoD, avec, pareil, même principe que pour les forces de l'ordre. Comment ça fonctionne? L'US Army, évidemment, l'US Air Force aussi. Donc on voit qu'on va assez loin. L'US Navy, alors là, c'est pas détaillé dans le bouquin, mais il y a même un scénario qui se passe dans l'espace, qu'on a fait sur la chaîne d'ailleurs, qui s'appelle Black Sat, où on travaille pour la NASA. Donc voilà, on est toujours sous couverture de corps des marines des États-Unis, même si dans le scénario, on ne joue pas les agents de Delta Green, évidemment. Le SOCOM, donc le commandant des opérations spéciales. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Alors ça paraît un peu compliqué à lire comme ça. En vrai, c'est vraiment ultra intéressant. Il y a un côté étude de fonctionnement des différentes instances américaines qui marche très très bien dans Delta Green, vraiment. Et ensuite, on pourra également être au niveau du renseignement et diplomatie. Donc la CIA, qui fonctionne de telle manière. On a aussi le Department of State, donc le DOS, DOAS, et la sécurité publique. Et là, on va tomber sur des gens qui sont pas toujours très très cool. Donc nous avons le CDC, par contre, donc, qui est ceux qui vont gérer les épidémies et les maladies. Nous avons l'EPA, donc l'Environmental Protection Agency. Donc voilà, il y en a que j'ai zappé, hein, on a ICE, on peut même travailler pour ICE. Si jamais, dans le contexte actuel, on a envie de passer pour des cons. Ensuite, technique du métier. Alors là, on nous apprend un peu comment fonctionne le métier pour un agent de Delta Green. Eh bien, il faut commencer par passer inaperçu, mettre en place des surveillances. C'est important de guider un peu vos joueurs, parce que si vos joueurs ne sont pas habitués, ça peut être assez dur, Delta Green à aborder en tant que joueur, parce qu'on a généralement une enquête qui est assez ouverte, et puis débrouille-toi avec ça, fais ce que tu veux. Et si les joueurs sont pas habitués, et sont habitués à être guidés, parce qu'ils jouent plutôt à du Heroic Fantasy, Donjons Dragons, choses comme ça peut être un peu déstabilisant. Donc vraiment, le fait d'avoir les mains libres comme ça, n'hésitez pas à les guider un petit peu, c'est toujours important. Donc passe inaperçu, la surveillance, comment ça marche, entrer par effraction quelque part, etc., etc. Et donc voilà, on détaille un petit peu comment ça peut fonctionner. C'est important que le MJ ait quand même bien ça en tête, notamment au niveau des planques, etc. Ensuite, on a un immense glossaire qui nous rappelle tout ce qu'on a vu dans le bouquin. Et on finira par un immense index absolument colossal avec tous les termes qu'on a pu croiser, c'est colossal. Et enfin, les testeurs, les souscripteurs et les fiches de personnages. Alors comme je vous le disais, les fiches de personnages, il y en a deux différentes. Il y en a une ici au format horizontal et une au format vertical qui est recto.
verso. Voilà, alors que celle-là au format horizontal est sur une seule page recto. Pas de souci là-dessus. Et voilà pour le manuel de l'agent qui était le plus court, les 3. Allez, on passe à la suite. Alors, attaquons le gros morceau, le gros pavé, le guide de l'officier traitant, qui pour le coup, lui, a une extrêmement belle couverture, je trouve, avec ce cultiste, je ne sais pas, avec son œil gravé sur le front. Sur le dos, on a, dans le bon sens, Delta Green, le guide de l'officier traitant, et au dos, le reste d'une illustration absolument magnifique. Et il y a à l'intérieur du bouquin. Allez, il est énorme, on l'ouvre, et on voit ce qu'il nous propose. Alors, je trouve que sur la gamme Delta Green qui sort là, le guide de l'officier traitant, vraiment, c'est une masterclass. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir. Donc là, on a le contenu du bouquin. Donc, on a une grosse partie sur le passé, qui fait 140 pages. Ensuite, on a une grosse partie sur l'inconcevable, qui fait 100 pages, 110 pages. Le schisme, qui va arriver jusqu'ici. Et enfin, l'opéra, les fondamentaux, créer une campagne, créer une opération. Et enfin, un scénario qui s'appelle l'opération Fulminate. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Alors, introduction, on arrive directement dans le monde de Delta Green. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait le Delta Green? Qu'est-ce que l'inconcevable? Tout ça. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait, mais de manière un peu plus détaillée. Comment on fait débuter des nouvelles agences, etc. Comment on est censé mener le jeu. Donc tout plein de petits conseils qu'on a l'habitude de les voir. Ensuite, le premier chapitre qui est le passé. Donc là, on est sur une masterclass absolue. On va suivre la genèse de Delta Green, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça s'arrête en 2016-17, je crois. Quelque chose comme ça. Mais on peut évidemment le continuer, vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Donc la genèse de Delta Green, on nous explique que Delta Green, ça a commencé tout simplement à Innsmouth, dans les années 20. Et puis du coup, au final, ça s'est développé au fur et à mesure. Et on va... ce qui est extrêmement intéressant dans cette partie, c'est qu'on va suivre en fait l'histoire des USA, et un petit peu l'histoire mondiale aussi, au fur et à mesure, évidemment, sous le prisme de Delta Green. Et on va voir toutes les évolutions qu'il y a eu. Donc il y a énormément... Alors, on a toute une chronologie avec énormément de faits historiques extrêmement importants, qui vont s'entremêler avec de la fiction et ce qu'aurait fait Delta Green, etc. Donc on nous parle de Pisces, qui est par exemple le pendant anglais de Delta Green, l'impact de Churchill dans toute cette histoire, l'opération Schwarzwasser qui sacrifie 37 personnes au profond pour essayer d'attirer Dagon. Ensuite, les bureaux de services stratégiques. En fait, on va suivre toute l'histoire des USA. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est extrêmement agréable à lire, vraiment. À chaque fois, on a les petits panneaux qui s'appellent désinformation. Donc, c'est ce qui a été raconté au public par rapport à un événement qui s'est passé. On a aussi l'évaluation des menaces qui nous permet de mettre un peu en avant une créature ou un insecte ou un truc inconcevable qui permet de faire avancer. Et donc après, à chaque fois, on a sur le terrain. Et sur le terrain, c'est si on compte jouer une partie ou une campagne à ce moment-là de Delta Green, parce qu'on a plusieurs périodes dans Delta Green, évidemment. Donc là, on arrive sur la Première Guerre mondiale, qui au final, même si Delta Green a commencé dans les années 20, c'est à l'aube de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, que Delta Green doit vraiment se former de manière un petit peu officielle. On nous parle de pas mal de choses, notamment le projet Rainbow, qui est un bateau, l'Eldridge, qu'on a essayé de faire, on a essayé de créer un... Et c'est important dans l'ordre Delta Green, ça je vous le détaille, on a essayé de créer des espèces de champs magnétiques pour le faire disparaître, pour le rendre invisible. Le problème, c'est qu'il a disparu. Quand il est apparu, il y avait un petit souci à cause de ce qu'on appelle le résonateur de Tillinghast, donc le dispositif qui était utilisé. Et il aurait voyagé dans le temps. Donc voilà, on a énormément de choses. On va évidemment nous expliquer toute la chronologie de ce qui s'est passé dans Delta Green jusqu'à aujourd'hui. Donc si on débute Delta Green avec ce bouquin, on a absolument tout ce qu'il nous faut, vraiment. Tout, ça reprend absolument tout ce qui s'est passé dans Delta Green, c'est-à-dire la chute de Delta Green dans les années 60-70 là, au Cambodge, l'apparition de Majestic, du coup, qui est au moment où Roswell, ce gouvernement s'écrase en zone 51. On crée Majestic, qui est censé être une branche qui s'occupe uniquement de la partie extraterrestre. Alors on apprend, spoiler, hein, mais bon, au bout d'un moment, c'est un bouquin de MJ. On apprend que ces créatures, en fait, ne sont que des pantins dirigés par des migots. Le problème, c'est que Majestic va s'enorgueillir un petit peu, et puis il va finir par
par essayer de négocier avec les Migo, enfin avec les Roswell, qui vont leur dire: «Bah non, si on négocie pas, nous il nous faut ça, sinon vous crevez tous». Et au final, Majestic va finir par devenir des espèces de larbins des extraterrestres. Donc une conspiration un peu, rivale, on va dire. Alors après, on a tout un passage sur la guerre froide évidemment. Surtout ce qui se passe pendant la guerre froide, c'est extrêmement important pour le développement du lore de Delta Green. Hem, donc là, on voit, on a toujours, des informations, l'espace intérieur, l'opération Mallory. Donc on a voilà, c'est bourré, bourré de choses, c'est trop bien. On a donc la chute de Delta Green dans les années 60, la reformation ensuite au besoin, et puis on va arriver à l'époque moderne. Donc la chute qui est là, la renaissance en août 70, avec 40 fonctionnaires fédéraux qui reforment Delta Green en parallèle. Hem, donc c'est ce qu'on appelle la campagne Far West, où en fait Delta Green, dans les années 70, vu qu'ils ont, ça a été arrêté, et ben, en fait, du coup, les mecs ont repris le flambeau, mais sans forcément couverture, sans forcément rien, donc ils faisaient un peu n'importe quoi. C'est chacun agissait un peu comme il pouvait pour essayer de contenir l'inconcevable. Il y a vraiment une vraie histoire, une vraie progression de ce qu'est, Delta Green, et de ce qu'est l'entité Delta Green, qui est extrêmement intéressante. Toujours des grosses parties de l'or sur ces feuilles-là. Ensuite, on arrive sur un autre moment extrêmement important. Donc, on a Delta Green qui sont des hors-la-loi, et Majestic qui a pris un peu plus d'avance du coup, et qui est un peu plus officiel. Il va y avoir un conflit entre Delta Green et Majestic, où Delta Green va montrer au monde que Majestic en fait sont surtout en train d'être des esclaves un peu des extraterrestres, plutôt qu'à essayer de les combattre et essayer de les nier. Sachant qu'évidemment ils se font de l'argent avec toutes les technologies extraterrestres qu'ils arrivent à récupérer de ce pacte avec eux. En infiltrant, Majestic, ils vont réussir à faire chuter, Majestic, et donc Delta Green va reprendre sa place, tout simplement. Donc ensuite on arrive sur la partie, de l'âge de la terreur. Donc là, le grosse scission dans l'univers Delta Green, c'est évidemment le 11 septembre 2001, hein, parce qu'on a beau combattre l'inconcevable, on a beau, essayer d'être, extrêmement performant au niveau de nos renseignements, au niveau de toutes les informations qu'on va récolter, bah, des fois, en fait, on oublie le plus simple et le plus basique, c'est-à-dire surveiller les êtres humains. Et donc le 11 septembre, traumatisme énorme pour les USA, donc les vols commerciaux qui sont détournés et qui viennent fracasser le World Trade Center et le Pentagone. Et donc un autre avion qui s'explose, dans le, Pennsylvanie. J'avais oublié où c'était. Et donc de là va découler évidemment tout plein de choses, et c'est enfin dans le monde réel, hein, c'est un moment où, les USA changent complètement de paradigme en termes de surveillance, de droits individuels, et cetera. Et du coup, bah, Delta Green va forcément en pâtir. Ça va être très, très compliqué. Donc le truc, c'est que Delta Green, à partir de ce moment-là, va devenir un peu officiel. Le truc, c'est que, officiel ne dit pas forcément intéressant. Parce que les agents de Delta Green se sont rendus compte, quand ils n'étaient plus officiels, quand, Delta Green avait chuté et qu'ils travaillaient, de leur propre chef, c'était que, bah, ils avaient les mains libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient de compte à rendre à personne, et ils n'avaient pas de pression autre, et cetera. Donc ce qui va se passer, c'est que, tout simplement, il va y avoir 2 branches qui vont se créer. Il va y avoir la branche, le Delta Green officiel, on va dire, qui s'appelle le programme. Et il va y avoir la branche de Delta Green, non officielle, qui font partie de ceux qui veulent continuer à aider le monde et à servir le monde, tout en, ayant les mains plus libres que s'ils étaient à la botte d'un gouvernement. Ils vont s'appeler les hors-la-loi, tout simplement. Et donc vos joueurs ne sauront jamais s'ils bossent pour Delta Green ou pour l'hors-la-loi, parce que de toute façon tous les 2 s'appellent, entre eux Delta Green, et ils refusent d'appeler l'entité d'en face Delta Green. Donc les hors-la-loi se considèrent comme Delta Green, et le programme se considère comme Delta Green, évidemment. Donc voilà, alors très, très résumé, hein, c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus fouillis que ça, et c'est un vrai plaisir à lire. Pour le coup, vraiment, c'est un vrai plaisir à lire. Cette partie est incroyable. Quand on arrive sur la partie très contemporaine, on a évidemment, beaucoup plus de, faits d'actualité que de parties, inventées. Mais quand on jette le nez dedans, et c'est quand même très, très, très simple de trouver de la matière à écrire des scénarios, hein, notamment avec l'arrivée de Trump, et de son 2e mandat. Il y a moyen de faire extrêmement, extrêmement beaucoup de scénarios là-dessus, et qui pourraient les passer l'entendement, n'est-ce pas, l'affaire Epstein? Ensuite, on arrive sur la partie inconcevable, donc la partie lore des créatures. Donc évidemment, même si Delta Green s'est quand même pas mal détaché de, l'œuvre de Lovecraft, au sens où ce n'est plus le thème principal du jeu,
On est plus sur un thème où un jeu où le thème principal, c'est les grands anciens. On est sur un jeu où le thème principal, ça va être le contre-espionnage, les événements paranormaux et tout l'aspect conspirationniste et coup de surveillance. Mais il s'empêche pas que on reste quand même, vous avez vu avec la création de Delta Green avec les profonds de Innsmouth, et la poursuite des grands anciens. Donc, on a tout ça. Alors après, on est sur des grands anciens qui sont très très proches de ceux du mythe, hein, mais qui ont quand même quelques petites différences. Et donc là, on va nous faire un résumé de tout ce que c'est. Donc notamment les intelligences extraterrestres, les ghouls, les profonds, la grande race, les logars, qui sont les intelligences extradimensionnelles, et d'autres menaces inconcevables. Les revers de l'histoire, donc on apprend que les Shoggoths se remettent contre leur maître, les choses très anciennes, provoquent une guerre planétaire, etc. Donc tout le lore, de la même manière qu'on avait le lore Delta Green, là on a tout le lore des entités inconcevables, même si il est beaucoup plus synthétique, évidemment, et il est beaucoup plus indicatif que le lore Delta Green, qui est beaucoup plus important, je trouve, pour jouer les scénarios, que ça, en fait, vos joueurs, ils le sauront jamais. Clairement, ils le sauront jamais. Les tomes inconcevables, évidemment, qui dit que de l'inconcevable et et des grands anciens, eh bien, il faut qu'il y ait les tomes. Donc on va de Al-Azif, c'est-à-dire le Necronomicon original, jusqu'à De Vermis Mysteris, en passant par des trucs un peu plus récents, comme le dossier Delta Green de Matthew Carpenter, comme on a le roi en jaune qui traîne par là, on a les notes de recherche de Günther Frank, donc voilà, on n'a pas que du truc un peu méga ancien, écrit par un fou au fin fond d'un truc moyenâgeux. On a aussi des trucs plus contemporains, et ça fait plaisir, notamment le document Courtis, qui est le document qui permet, avec juste une suite de chiffres sur un bout de papier, et en fait les chercheurs scientifiques et les mathématiques vont se pencher dessus, et c'est l'équation qui permet de résoudre, et d'agir en tout cas, pas de résoudre, mais d'agir sur l'hypergéométrie, qui est l'explication à toute magie, à toute sorcellerie et à tout pouvoir qu'on peut croiser dans le monde, c'est l'hypergéométrie. L'hypergéométrie, on y arrive, on en parle, donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, tout ce que l'humain considère comme magique, et cetera, en fait, on est sur de l'hypergéométrie. On a découvert ça quand, ils ont commencé à abattre des vaisseaux extraterrestres, où ils se sont rendus compte que, avec un glyphe, ils arrivaient à déplacer, par télékinésie, des masses énormes à des vitesses absolument époustouflantes. En fait, c'est tout simplement parce que c'est de l'hypergéométrie. On part du principe dans Delta Green que l'humain est tellement petit et tellement, infime et ne comprend tellement pas les lois physiques du monde qui l'entoure que, l'hypergéométrie, c'est juste quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus de ça, qui a compris un peu comment fonctionne telle donnée que l'humain n'a pas compris, et en agissant dessus, il est capable de faire des choses que l'humain ne peut pas comprendre et ne peut pas, analyser, tout simplement. Donc en fait, en gros, hein, pour résumer, c'est de la magie, hein, donc de la divination, de l'invocation, des rituels, toute une sorte de pouvoir qu'on va détailler ensuite, hein, comme un manuel de sorts de Donjons& Dragons, hein, Apathy la Flamesque, Appel de Dagon, Banc de Poissons, Celui qui franchit le portail, Champ de Puissance, et cetera, et cetera. Il y en a plein. Moi, je conseille rarement de jouer avec, avant que ce soit dans un scénar bien particulier. Après, le but de la magie, enfin de l'hypergéométrie, pardon, dans Delta Green, c'est tout simplement que ça coûte autant à lancer que le résultat qu'on peut en tirer. C'est extrêmement important au niveau de l'équilibre. Il faut pas que la magie soit gratuite, loin de là. On dépense pas juste des points de mana ou des perles d'or. Non, on doit perdre de la santé mentale, on doit perdre des points de volonté, on doit perdre des statistiques brutes. C'est extrêmement coûteux de faire de l'hypergéométrie dans Delta Green. Ensuite, entité incontable, intelligence extraterrestre connue, donc la couleur tombée du ciel, par exemple, on y pense. C'est un pouvoir de 1,35. Alors là, il n'y a pas de barre de points de vie pour la couleur tombée du ciel. Non, la couleur tombée du ciel, comme beaucoup de créatures, sont en fait, elle est désincarnée. Donc c'est pas une entité physique, donc elle dispose d'aucune volonté de dextérité. Et on utilise son pouvoir pour déterminer quand elle agit à chaque tour. Et donc il y a pas de, elle est transcendante. Les attaques physiques n'ont aucune prise sur la couleur tombée du ciel. Il y a moyen de les battre, moyen de la battre évidemment. Il y a moyen de la contrer, hein, sinon aucun intérêt à jouer. Même si je rappelle que Delta Green, l'objectif est quand même de d'amener les agents vers leur fin inéluctable. On est quand même là-dessus. Mais on peut quand même la combattre, mais pas en tirant dessus, quoi. Voilà, clairement. Ça fait toujours plaisir. Petit clin d'œil à pas mal d'autres jeux de Cthulhu. Les profonds, eux, par contre, on peut les dézinguer par paquet de 10, il y a pas de souci, hein, on est sur juste des créatures mi-homme, mi-poisson. Les vagabonds dimensionnels, les choses très anciennes, donc là on est sur un bestiaire assez classique, même si il y en a quand même pas mal qui sont intouchables. Les commensaux stellaires, la grande race, je trouve les illustrations absolument fabuleuses. La grande race enveloppe humaine, les gris, les petits extraterrestres, hein. Le limier des angles, des fois appelé les chiens de Tindalos. L'horreur chasseresse, les frites, voilà, on en a beaucoup.
il y a de quoi faire. À chaque fois, on a le lore un petit peu du truc, ce qu'ils sont capables de faire, comment ils agissent, et cetera. Et après, le bloc de statistiques quand il y en a un, avec les différentes compétences qu'ils peuvent faire. Donc vous voyez, on a largement de quoi jouer dans ce manuel du MJ. Créature artificielle quasi dinosaurienne contrôlée par les Wagar, on est très bien. Le Migo, hein, le Migo qui est un élément clé quand même de Delta Green. Tout comme les hommes serpents, on parle on parle de conspirationnistes, donc évidemment, ils ont des rôles à jouer assez importants. Les larves de Cthulhu, les larves de Yog-Sothoth, polypes spectraux, etc., etc. Ce qui est assez drôle, c'est que vous allez voir, on va avoir les grands anciens, qui ont juste des capacités absolument démesurées, et surtout qui ont la faculté de grandir, de réduire, de changer de forme, de changer de qui explique toujours le fait qu'ils soient totalement, compliqués à expliquer, à voir, et cetera. Si on prend Cthulhu, par exemple, Cthulhu, il a une aura de puissance qui fait déjà que quand il est à côté de toi, bah, tu auras tous tes jets, hein, déjà de base et ensuite, pour pouvoir le buter, il va falloir que tu aies une arme de valeur de latérité d'au moins 70. C'est-à-dire que là, on est sur des trucs qui sont, des armes, des paquebots lancés à pleine vitesse, des choses comme ça et en fait, tu m'aimes pas, en fait, tu vas juste te désincarner pendant un moment, en fait. C'est pas parce que tu es pas en train de le combattre, en fait, tu es en train de combattre une espèce d'ersatz de ce qu'il est potentiellement donc voilà, on est sur on est sur du traitement qui respecte à peu près, les grands anciens, à part Nyarlathotep, où on explique que quand il est incarné en chose mortelle, bon, on peut le tuer. Mais ce qui est très drôle avec Nyarlathotep, qui aime beaucoup jouer, les humains et qui est mort plusieurs fois, hein, dans ses avatars différents, c'est qu'au moment où il va mourir, en fait, il va se réincarner en autre truc. Les joueurs vont perdre un des 10, un des 100 points de santé mentale, puis après il se barre en rigolant. Donc je trouve ça très, très drôle. On comprendra jamais ce que fait cette personne, enfin cette entité, cet ancien. Yig, Yog-Sothoth, et cetera. Donc voilà. Un petit passage pour créer ses propres menaces inconcevables, évidemment, avec les capacités spéciales qu'on peut leur mettre, en termes d'hypergéométrie, en termes de sens, etc. Ensuite, le schisme. Alors le schisme, c'est quoi? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la scission entre le programme et les hors-la-loi. Vous allez faire jouer vos agents soit dans le programme, soit dans les hors-la-loi, qui est quand même deux approches assez différentes de comment on peut jouer à Delta Green. Donc le programme, c'est extrêmement structuré. Le programme a des infrastructures, a une organisation, avec des bureaux de directeurs, bureaux de la sécurité, bureaux de renseignement. Alors évidemment, on n'est pas sur le FBI, hein. C'est-à-dire, chacun a des informations extrêmement limitées sur la globalité de l'entité, mais on a quand même une hiérarchie, on a quand même, une professionnalisation assez claire. On a quand même des moyens qui sont bien supérieurs, quand on est du programme à quand on est hors la loi. Donc comment ça fonctionne au niveau des briefings, comment on maquille les opérations extérieures, les relations extérieures qu'on peut avoir avec le P6, donc au Royaume-Uni, avec Epic au Canada ou les GRU en Russie, par exemple, qui sont les pendants de Delta Green, version programme dans ces pays-là. La sécurité, la recherche, la société Marche Technologies, qui est anciennement une vitrine de Majestic du matériel au programme. Donc voilà, évidemment, on est sur du conflit d'intérêts assez marqué. Ensuite, le directeur du programme, qui est cette personne, qui est un ancien de Delta Green, qui a pris la main sur Majestic et donc qui a fait le programme, du coup. Et après, on a donc tous les directeurs des opérations, officiers du renseignement, directeurs des renseignements, avec toutes les informations dont on a besoin. Clairement, ça, encore une fois, c'est extrêmement agréable, extrêmement sympa à lire. Ça va créer on comprend tous les enjeux qui peuvent se tramer derrière. On voit qu'avec cet ouvrage, en tout cas, ils ont fait de Delta Green, que ce soit le programme et la loi, des choses extrêmement complexes, extrêmement. Je veux dire, Delta Green, c'est une entité qui est aussi vaniteuse qu'utile, qu'elle est pauvre et qu'elle est non reconnue. Enfin, voilà, on n'est pas sur un Delta Green, c'est pas forcément les gentils, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, on a absolument tous les personnages qui peuvent avoir un intérêt. Dana Shelton, directrice de la logistique, Gavin Ross, qui vient de la CIA, Jean Qualls, etc., etc. Donc voilà pour la partie programme. On arrive à la partie hors-la-loi. Donc là, hors-la-loi, et du coup, il y a beaucoup moins de hiérarchie. On est basé sur des cellules. La cellule A, c'est la direction. La cellule B, c'est le support logistique. Et le reste, c'est des cellules d'agents qui font par 3 et qui sont sur le terrain et qui font le boulot en ayant très peu de ressources. Il y a tellement très peu de ressources pour vous dire que c'est le directeur des hors-la-loi qui fait parfois lui-même les briefings sous un autre nom en disant qu'il sait lui-même donner les consignes. Donc voilà, on est vraiment sur
quelque chose de très, très, très différent en termes d'ambiance, avec beaucoup moins de moyens. Donc on l'a ici, Donalpo, qui est le patron des hors-la-loi, Delta Green version hors-la-loi, mais qui voulait pas être là en fait, qui cherche un remplaçant, mais il se rend compte qu'il y aura jamais de remplaçant. Il y aura un remplaçant quand il sera mort, pas avant. Et on va voir également un détail complet des différentes figures principales de cette version de Delta Green. Dr. Grant Emerson, etc., etc. Ce que savent le programme et les hors-la-loi. Donc sur les profonds, sur les gris et les créateurs, sur les nécrophages, sur l'hypergéométrie, les recherches du programme, donc les différentes recherches sur lesquelles il travaille, dossier de la cellule A, sur les hors-la-loi. L'opéra. Donc l'opéra, ce sont ce qu'on appelle une mission de Delta Green, on appelle ça une nuit à l'opéra généralement. Donc l'opéra, c'est quoi? C'est les fondamentaux de ce qu'est une mission Delta Green. La menace principale, elle est humaine, comme je le disais. On est sur un jeu de rôle qui se veut conspirationniste. On est sur un jeu de rôle qui se veut à l'échelle humaine et avec de l'inconcevable par-dessus en trame de fond. Le quotidien en toile de fond, on explore l'intrusion, on laisse planer l'incertitude. L'horreur est inconcevable car elle est incompréhensible et la mort est omniprésente. Ça, il faut que ce soit des éléments clés que vos joueurs aient bien compris. C'est comme ça qu'on joue à Delta Green et pas autrement. Créer une campagne, il faut choisir une décennie, donc choisir un moment de l'histoire de Delta Green. Donc on voit qu'on a les années 30, on a les années 40, on a les années 50, 60 avec la guerre froide, 70 avec quand ils sont sur le Far West, on dit, etc. Donc on peut jouer aux différentes périodes. Et à chaque fois, dans la partie lore de Delta Green, on a ces petits encarts sur le terrain, une campagne sur la destinée. Alors, la destinée, c'est un peu particulier, c'est pas vraiment une période, mais je peux vous en trouver une autre. Boum. Années 50. On peut se la faire sur le terrain, une campagne de la guerre froide, comment ça va se jouer, quels vont être les objectifs, etc., etc. Donc on a ce petit encart qui nous permet facilement d'adapter tout le contenu qu'on a en texte et en anecdote en campagne si on a envie de jouer à ce moment-là. On adapte la campagne, définit les menaces, briefer les joueurs. Donc voilà, ça c'est les aides de jeu. Comment on crée une opération, c'est-à-dire un scénario, une question de peur, l'incertitude, le risque, l'absence de contrôle, la nature de l'opération. L'étape 1, c'est l'accroche. L'étape 2, les personnages non joueurs. Étape 3, les différentes pistes, les fausses pistes, les épisodes glaçants, les problèmes d'interruption, la résolution et dissimuler l'affaire à la fin. Et donc voilà pour la partie création de scénario. On arrive du coup aux annexes, et notamment le scénario de ce livre qui est l'opération Fulminate, où nos agents vont se retrouver dans une réserve naturelle à devoir enquêter sur un gamin qui s'appelle Brandon McGill, qui a été retrouvé, un gamin de 6 ans qui a été retrouvé. Le souci, c'est qu'il a disparu 40 ans plus tôt. Voilà, donc un petit problème. Et on va se rendre compte qu'au final, ce gamin est bien le gamin en question, les parents vont venir, mais en fait, il y avait des créatures qui s'en servaient comme carburant, tout simplement. Donc un scénario assez simple, mais qui met bien dans l'ambiance. Qui est un scénario de fin de bouquin. C'est pas le meilleur scénario du monde, mais il est plutôt chouette. Encore une fois, on a de quoi faire. Une feuille pour faire le MJ, c'est-à-dire le résumé de l'opération, les PNJ, catégories, les menaces inconcevables, les récompenses santé mentale à la fin, et ici, la structure de l'opération avec les fausses pistes, etc., etc., en traçant les liens pour qu'on puisse avoir un aperçu assez complet. Le profil de l'identité inconcevable, donc avec ses caractéristiques si besoin, ses différents effets, différents rituels. Et enfin, le résumé des activités personnelles qu'on peut faire entre les scénarios. Et puis, on retrouve les fiches de personnages. Hop, et voilà pour ce manuel, enfin ce guide, pardon, de l'officier traitant. Allez, on passe à la suite et au dernier bouquin, qui est Groupe Témoin, qui est le recueil de scénarios qu'il y a dans ce pledge. Et pour le coup, je suis très très content qu'il y ait ce recueil de scénarios, même s'il laisse des traces de droit extrêmement visibles, c'est très désagréable. Groupe Témoin avec une magnifique couverture. Sincèrement, cette couverture elle est creepy as fuck, avec cet immense tunnel et cet enfant en combinaison avec un masque à gaz et un doudou plein de sang. Ouais, bref, incroyable. Sur le dos, même maquette que pour le reste. Groupe Témoin Delta Green, et au dos, un aperçu des 4 scénarios qui vont constituer ce recueil de scénarios. Alors je trouve que mettre ce Groupe Témoin avec le pledge de base, c'est extrêmement intelligent, puisque Groupe Témoin, c'est quoi? C'est 3 scénarios différents,
et qui vont faire en sorte que vous jouiez enfin, vous fassiez jouer à vos joueurs des personnes qui ne sont pas encore des agents de Delta Green et le principe, c'est que dans le dernier, chacun va reprendre un des personnages qu'il a utilisé dans les autres. Ils seront devenus agents de Delta Green et pour le dernier scénario, du coup, ils sont agents de Delta Green et ils peuvent faire leur première mission comme agent de Delta Green. Donc ça fait un peu une espèce de progression qui marche plutôt bien. Alors le premier scénario, c'est Black Sat qu'on a fait sur la chaîne en actual play. Je vous invite à aller le regarder, je mettrai le lien dans la description. Donc c'est quoi? Eh bien, on va jouer des agents de la NASA qui vont devoir décoller avec 2 personnes qui sont Wintrobe et O'Neill, qui sont 2 personnes qui ne sont pas vraiment les astronautes, qui sont pas vraiment entraînés pour aller réparer un satellite, qui dysfonctionne, dans l'espace. Évidemment, ça va mal se passer parce qu'ils ne sont pas prêts du tout, donc ça va, tourner à la catastrophe et puis le satellite n'est pas un satellite normal évidemment et donc au final, il risque d'y avoir peu de personnes qui vont réussir à rentrer. Mais c'est un scénario qui a l'ambiance absolument dingue et derrière nous avons tous les pré-tirés, donc le, colonel Michael Spey, le commandant Dirk Macmillan, le docteur Dare Turner et le capitaine Luke Belton pour ceux que mes joueurs ont choisi. Ensuite, nous avons Vision Nocturne. Vision Nocturne, c'est quoi? Vos joueurs vont être des militaires. Ils sont en Afghanistan, et notamment dans une petite province où ils vont enquêter sur une tribu de la vallée de Ghat, une tribu qui est située dans un enclave extrêmement difficile d'accès. Et dans cette enclave, ils vont leur but c'était de négocier pour faire partie d'une alliance pour défendre les militaires, etc. Bon, bref, on passe le lore. Donc là, voilà, ils sont bien dans une enclave avec un barrage ici qui empêche les véhicules de pouvoir passer, etc. À l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir une tribu qui vit assez étrangement, puisque il y a ce qu'on appelle la pesée. La pesée, c'est quoi? Et ben, en fait, c'est chaque jour ou chaque semaine, je ne sais plus, au moins je l'ai pas lu. Les gens vont aller se peser et s'ils pèsent trop par rapport à ce qu'ils doivent peser, eh bien, on va faire en sorte qu'ils pèsent le bon poids. Donc, on va leur enlever des bouts. Voilà, tout simplement. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a elle, une espèce de chamane un peu bizarre qui est un peu grasse, un peu grassouillette. Donc, ils se demandent comment ils font. Et en fait, il lui manque une jambe, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'elle a pesé, elle pèse le bon poids. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'ils ne prennent pas en compte du fait si on est entier ou pas. Donc, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, entre guillemets, évidemment. Évidemment, tout ça, ça sert à nourrir quelque chose. Quelque chose d'absolument abominable que les joueurs vont affronter à la fin du scénario. C'est là où qui est très très cool. Vraiment très très cool. De toute façon, les scénarios de ce recueil sont, je trouve, tous excellents. Vraiment. Et donc, ce scénario-là, en termes d'ambiance, il est vraiment très chouette. Ensuite, on a évidemment les feuilles de personnages détaillées pour les pré-tirer. Ensuite, regardez-moi cette illustration, à quel point elle est dégueulasse. Nous avons Portepal qui est pour moi. Alors, j'aime beaucoup Black Sat parce que l'ambiance NASA est assez rare dans les jeux. Celui-là, vraiment, en termes d'ambiance, le scénar est absolument fou. On joue des collaborateurs du CDC, donc le Control Disease, je ne sais, Center for Disease Control. Hein. Donc en gros, les gens qui vont lutter contre des épidémies. Et donc en effet, il y a dans un petit village, enfin une petite ville qui a 5000 habitants, une épidémie qui s'est lancée, qui tue les gens assez rapidement. Et donc il va falloir qu'on aille enquêter là-dessus. Donc c'est un scénario qui est extrêmement cadré et vraiment, vraiment très chouette, où les joueurs vont avoir les mains très libres de faire ce qu'ils veulent, mais alors peut être extrêmement difficile. Donc on a les différentes étapes de la contamination. On voit que le nom de la maladie n'est pas noté, hein, il est noté Pathy. On ne sait pas comment, c'est les joueurs qui la noteront quand ils feront leurs recherches. C'est un élément clé du scénario, évidemment. Donc le trajet jusqu'à Hudson. Une fois sur place, comment ça fonctionne, l'hôpital, les cadavres, les personnels médicaux, avec ceux qui sont en parenthèse, ils sont déjà contaminés, sachant que la contamination passe à travers les combinaisons. Donc, ils nous détaillent, hein. Pour les MJ, ce qui est bien, c'est qu'ils font tout le boulot, hein. Ils nous détaillent les différents types de combinaisons, comment ça marche, etc. Donc, on a toutes les infos qu'il nous faut, la quarantaine, comment ça marche. Donc, en fait, le but du scénar, ça va être en parallèle d'essayer de faire en sorte de mettre tout ça en quarantaine pour pas que le virus échappe au contrôle. Donc, suivant les actions des joueurs, ils vont avoir des points de quarantaine et à la fin du jeu, il y a un tableau qui dit voilà, s'il y a tant de points, ils ont réussi à contenir, s'il n'y a pas tant de points, ils n'ont pas réussi, s'ils ont fait ça, s'ils ont fait ça. Donc, c'est assez cool. Il y a un espèce de tableau des scores à la fin qui marche très très bien. En parallèle de ça, il va falloir qu'ils arrivent à identifier le patient 0, c'est extrêmement important. Et en dehors de ça, il va falloir qu'ils trouvent un remède. Donc, il y a du boulot. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de boulot.
Donc là, ouais, tous les renseignements qu'ils peuvent attraper, les différents stades de la maladie, toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce jeu, enfin dans ce scénario plutôt, ça va être tout l'aspect. Alors, ça, c'est tout l'aspect d'où vient la maladie. J'en ai déjà assez dit, donc je vais pas spoiler, mais il est possible que le fait qu'il la nomme soit extrêmement important pour comprendre d'où vient la maladie. Là, c'est les conséquences par rapport au nombre de points de confinement qu'ils ont réussi à avoir, qu'est-ce qu'ils ont réussi à contenir, etc. Les différents PNJ, les différentes aides de jeu qui vont permettre aux joueurs de comprendre ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est un scénario assez dense. Et puis là, on a tout le calendrier avec les notes donc, de ce qui se passe. L'équipe d'intervention d'ici atterrit à Phoenix. Et puis là, après, on a l'évolution de la contagion avec toutes les personnes qui vont se faire contaminer au fur et à mesure. Donc c'est un scénario très carré, un bac à sable où le monde avance pendant que les joueurs font des choses. Donc le temps est compté dès le début. Extrêmement chouette. Et évidemment, les pré-tirés pour pouvoir jouer le scénario. Et donc voilà pour les 3 scénarios de base qui nous font jouer des gens qui ne sont pas des agents de Delta Green. Comme vous l'avez vu, hein. Alors, il y a de l'inconcevable dans chacune, mais on ne joue pas des agents de Delta Green. Et on arrive sur Wormwood Arena qui va être le premier scénar à faire jouer à vos joueurs en tant qu'agent de Delta Green, en récupérant les personnages encore en vie des scénarios d'avant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont enquêter sur une secte. Alors, secte au terme américain, je veux dire, c'est pas un truc qui est interdit ni rien, hein, c'est une espèce de petite église qui s'appelle la Béatitude Harmonique. Et la fille a pris la main sur la ferme de ses parents et a commencé à inviter les gens à se rejoindre avec eux. Donc il va falloir que nos agents infiltrent ou espionnent cette secte pour voir ce qui se passe derrière. Et puis, parce que les parents ont disparu, tout le monde trouve ça un peu bizarre quand même. Et puis évidemment, ils vont suivre tout ça jusqu'à une entité inconcevable qui va devoir être vaincue. Et c'est pas si évident que ça. Le taux de mortalité de toute façon de ces 3 scénars est assez élevé, on va être très clair. Dans le premier, il est très élevé. Dans le deuxième, celui avec les militaires, il est, sur la scène finale, extrêmement difficile. Celui sur le CDC, il y a quand même 99% de chances que vos mecs soient contaminés. Et s'ils ne trouvent pas dans les temps, ils vont claquer. Donc voilà, on est sur des scénarios de Delta Green où le taux de mortalité est extrêmement élevé. Mais ils sont très cool. Et donc voilà pour ce recueil de scénarios avec toujours les petites aides de jeu. J'aime beaucoup le fascicule, enfin le prospectus de la Béatitude Harmonique. Je trouve tellement kitsch et tellement chouette. Il est vraiment très bien. Quelques courriers, quelques têtes de jeu d'entretien, des rapports sur l'identité, etc. Et voilà pour Groupe Témoin, qui est un excellent, mais vraiment excellent recueil de scénarios, où tous les scénarios sont vraiment très cool. Allez, on passe à la critique. Donc Delta Green, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas pour habitude de cacher ce que je pense du jeu pendant le feuilletage, vous l'avez bien vu, Delta Green, moi je suis absolument fan. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup l'approche qu'ils ont de faire en sorte que cette entité assez intangible qu'est Delta Green, d'avoir un corps et en même temps d'avoir une espèce d'aura. On parle quand même de gens qui sont jusqu'au boutistes à souhait, qui pensent toujours avoir raison, qui sont prêts à mettre tout en œuvre et pour lesquels la fin justifie les moyens. Je veux dire, Delta Green, c'est des pourris, c'est des connards, mais ils sont nécessaires dans cet univers-là, avec cet inconcevable-là. Ils sont nécessaires. Donc on a un jeu qui marche très bien, une édition d'Aquielos qui est juste, mais vraiment pour le coup, elle est parfaite. Le matos, il est de qualité. On a des reliures qui sont cousues. Enfin voilà, on est très bien en termes de qualité. C'est costaud, ça pèse 1 tonne. On est très bien. Et en termes de contenu, avoir les 2 bouquins de base plus le recueil de nos scénarios Groupe Témoin, c'est parfait pour commencer. C'est un triptyque idéal. Vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut. En termes d'écriture, la qualité de toute façon de Delta Green, je la connaissais avant, mais cette édition est vraiment incroyable en termes de lore sur le guide de l'officier traitant. Vraiment, toute l'histoire de Delta Green est absolument dingue. Je trouve ça très chouette d'avoir ce résumé condensé comme ça en 140 pages de toute l'histoire américaine et mondiale avec toutes ces espèces de conspirations qui vont entrer les unes dans les autres. Ça marche vraiment très bien, c'est ultra agréable à lire et c'est un vrai bonheur. Donc je vais pas m'épiloguer pendant des heures et des heures sur ce qu'est Delta Green. Delta Green, c'est le feu, c'est le sang, c'est de la balle. Moi j'apprécie énormément et je suis très content qu'on ait une édition, une traduction française et une édition qui soit au niveau de ce qu'est ce jeu, qui pour moi est un truc fondamental.
Après, la question c'est qu'est-ce qui va arriver par la suite? On sait qu'Aquilos nous a annoncé que la prochaine campagne de financement serait une campagne de Delta Green, qui serait Impossible Landscape, donc je sais pas comment ils vont le traduire, paysage impossible, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de campagnes de Delta Green qui sont sorties en VO, dont des campagnes qui sont absolument folles. Ghosty, c'est une campagne absolument dingue. On a commencé à la jouer sur la chaîne, je sais que l'Octopus va la faire cet été également. Donc c'est une campagne qui va très très loin, qui moralement pousse les joueurs dans leur retranchement. Impossible Landscape est une très bonne campagne qui a un très bon début, qui s'écoule un peu vers la fin, je trouve, mais c'est un peu le problème des campagnes Delta Green généralement, c'est que sur la fin, elle s'écroule un tout petit peu. Mais ça reste des très très bonnes campagnes, donc j'ai hâte de voir ce que nous proposait Akileos sur la suite. En tout cas, on a du très bon contenu, très bon matos, on a un bel écran, on a des jolis gadgets, jolis goodies, mais surtout les 3 bouquins de base. Alors le coffret autour des 2 bouquins, de l'officier traitant et de l'agent, c'est très bien, mais c'est surtout la qualité de ces 3 bouquins qui est vraiment, vraiment très cool. Donc si jamais ça vous intéresse et que ça vous plaît, si jamais vous aimez un peu Cthulhu ou les choses comme ça, ou les scénars d'horreur contemporains et cetera, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. C'est un jeu où le système il est assez classique et assez dense, c'est pas le plus fluide du monde, je veux dire, il est pas spécialement dense, mais c'est pas le plus fluide du monde, mais c'est du basique quoi. Donc si vous avez l'habitude d'y jouer, ça va rouler tout seul et après il y a pas tant de questions à se poser et puis c'est un jeu qui se veut pas tant que ça axé sur les combats, on est surtout sur un jeu d'enquête, d'espionnage, de rassemblement de preuves. L'essentiel des missions va être plus de couvrir ses traces et d'enquêter que d'affronter, les gens en face, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire le plus court et le plus rapidement possible pour que pas qu'elle fasse 2 heures. Donc j'espère que j'ai réussi à assez condenser tout ça. Je verrai ça au montage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.